Oui, en effet, ce qu'a dit Olivier est très juste. C'est-à-dire que depuis des années et des années, notamment jusqu'à 2015, les écologistes étaient membres de majorité dans les collectivités locales, puisque ce sont les collectivités locales qui gèrent les transports en commun en règle générale et les TER. Les écologistes et alliés aux socialistes ont refusé tous les plans de climatisation, ce qui fait que, par exemple, lorsque Valérie Pécresse, que vous avez cité dans votre édito, arrive à la présidence de la région Île-de-France, il n'y a quasiment aucun bus qui est climatisé. Et donc, pour passer de 0% de bus climatisés à 60%, ça ne se fait pas en quelques années, sachant que les budgets des régions, les budgets des collectivités locales sont rognés tous les ans. Ce que personne ne veut. Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème aujourd'hui pour les collectivités locales dès lors qu'elles sont prises, puisque les écologistes ont fait perdre énormément d'années. Mais c'est aussi, et je rejoins un peu, je prolonge ce qu'a dit Olivier, c'est aussi une forme de défaite de la pensée des écologistes, non seulement sur la question de la décroissance, mais aujourd'hui, on voit dans certaines majorités, je prends l'exemple par exemple à Paris, les écologistes et les communistes à Paris ont proposé la réquisition des lieux climatisés. D'ailleurs, on peut aller aujourd'hui se mettre à l'abri et au frais au siège du Parti communiste. Exactement. Si certains cherchent un endroit frais. Ils sont contre la clim. Ils sont contre la clim. Mais par contre, ils veulent réquisitionner celle des autres. C'est quelque chose qui est complètement absurde. Et c'est communiste. Exactement. C'est vrai que c'est une défaite de la pensée. C'est comme ils sont contre la production de richesse en règle générale. Par contre, dès qu'il y a quelques personnes qui, dans notre pays, arrivent à créer un peu de richesse, parce que malgré l'enfer normatif, l'enfer bureaucratique, l'enfer fiscal, eh bien, il faut aller leur piquer de l'argent. C'est exactement une défaite de la pensée pour les écologistes et puis leurs alliés de gauche. Une défaite de la pensée, puisque Charlotte, on a l'impression que la seule chose qu'ils proposent, c'est de se dire, quand il fait on sait qu'en fait, on ne peut pas faire grand-chose. On est totalement conditionné au manque de places de prison. En effet, on avait publié un rapport sur ce sujet-là il y a quelques semaines. En fait, il y a deux problèmes qui sont fondamentaux sur les prisons, les places de prison. Un, il y a un problème effectivement de moyens, c'est-à-dire que quand vous regardez aujourd'hui l'offre carcérale par rapport à l'évolution de la délinquance, donc des besoins de notre société, c'est absolument pas proportionné. Ah non, on est loin de la proportion. Ouais. Exactement. En 1990, pour donner quelques chiffres, il y avait 55 000 agressions physique, donc c'est ce qui, dans notre échelle des peines, en tout cas notre échelle de valeur, est la chose la plus insupportable, et c'est ce qui conduit normalement, naturellement le plus à la prison, et il y avait donc 55 000 agressions pour 50 000 places de prison. Aujourd'hui, on a à peu près entre 360 et 400 000 agressions, donc on a fait quasiment x8, et en face de ça, on a 63 000 places de prison, donc les places de prison n'ont quasiment pas beaucoup évolué, alors que la délinquance, les agressions violentes aux personnes ont été multipliées par 8. Donc on a un problème de moyens sur ça. Deuxième point, c'est la question de la doctrine et de la philosophie pénale. Vous l'avez rappelé. Aujourd'hui, on a un problème, c'est que la peine encourue pour une agression, un viol, une agression sexuelle n'est jamais la peine réellement exécutée. Oui. Parce qu'en fait, on a un écart entre ce que prononce la peine prononcée par le juge. Ensuite, après, on a un écart sur son application, puisqu'on a un juge d'application des peines qui réduit les peines. Et en plus, sur les petites infractions, donc celles qui font moins d'1 an de peine de prison, même s'il faut déjà y aller très très fort, on a les alternatives à la prison, donc le bracelet électronique, etc., qui font que les gens ne vont pas en prison. Mais l'un des problèmes aussi sur la question de la violence des mineurs, c'est qu'on ne peut pas juste répondre par police et justice. Et comme vous l'avez rappelé, c'est tout un choc d'autorité qu'il faut dans la société. Le vrai problème de fond structurel, c'est qu'on a désintégré la famille. Et ça, ce sont des choix de décideurs politiques, mais ce sont aussi des choix individuels dans le cas de la société depuis les années 60, on va dire. Et on a considéré qu'en désintégrant la famille, eh bien, c'était l'école et l'école qui allait reprendre le relais, en fait. L'école doit élever les enfants. Faire les familles. On voit bien que l'école, aujourd'hui, c'est un drame. On a 23% de taux de redoublement en troisième dans notre pays. On a 100 000 jeunes qui quittent le système scolaire sans qualification, sans diplôme, chaque année. Donc, c'est des gens ensuite après que l'administration perd de vue totalement. Et c'est aujourd'hui un véritable problème. Donc, pour répondre à la violence des mineurs, il y a effectivement police-justice, c'est indéniable, tous les textes, etc. Et puis, il y a surtout remettre la famille au cœur du projet et refondre un peu l'école quand même. Pour rester sur ce thème, parce qu'on parlait tout à l'heure parfois du travail comme tout le monde. Et c'est pour ça que toute cette pensée est un échec total. Et ça rejoint
et c'est un vrai sujet de fond. La manière dont les politiques ont appréhendé la question des quartiers populaires, les quartiers prioritaires de la politique de la ville, où on s'est dit effectivement, on va mettre de la bienveillance, on va mettre des médiateurs et non plus des policiers, on va amener des services publics, des piscines, des médiathèques, etc. Si bien qu'aujourd'hui, ce sont des quartiers qui sont pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup, surdotés par rapport à d'autres territoires, ce qui crée des fractures entre les territoires. Et pour vous donner un seul chiffre de comparaison, aujourd'hui, la France dépense 10 milliards d'euros chaque année dans ces quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce qu'on ne fait pas pour les villes et les communes alors rurales. Que dans la ruralité, la France dépense 1 milliard d'euros par an. Donc, c'est-à-dire qu'on a un rapport de 1 à 10. Ça crée des fractures territoriales qui sont très profondes parce que certains se disent mais pourquoi ceux qui cassent, ceux qui embêtent les gens, etc., ont tout de la part de l'État et nous n'avons rien et pour autant, nous avons les mêmes sujets de désertification des services publics, les médecins qui partent, etc. On va marquer une pause dans l'heure des premiers. Je voudrais qu'on regarde les réseaux sociaux d'Emmanuel Macron. Marine Le Pen. Je ne sais pas si c'est un programme complet, mais... Non, ça ne fait pas programme. Et effectivement, à gauche, de toute façon, on voit bien qu'ils ont remplacé une doctrine politique par la lutte contre l'extrême droite. Et la motivation de chacune des candidatures à gauche, y compris de celle de Jean-Luc Mélenchon, c'est de battre l'extrême droite. Sur le reste, il y a, à l'exception quand même de la France Insoumise, qui a un programme qui est enrichi, au moins on peut leur créditer de cela, le Parti Socialiste, moi j'ai souvent tendance à poser cette question-là, est-ce que, autour de ce plateau, on a une idée nouvelle du Parti Socialiste depuis le revenu universel de Benoît Hamon ? Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un est capable de dire quelle idée nouvelle, Olivier Faure, Ségolène Royal, Boris Vallaud ou que sais-je, je cherche pendant que vous parlez, ont apporté au débat public. Quand en fait vous avez un parti qui n'apporte plus d'idées au débat public, il est condamné à être marginalisé sur le plan électoral. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, face à Jean-Luc Mélenchon, qui on peut ne pas aimer ce qu'il dit, a lui au moins des idées et balance des concepts sur la table, met des choses sur la table. Le Parti Socialiste, lui, n'a rien à proposer en face. Et donc, en faisant en plus une primaire qui sera resserrée, qui ne fera apparaître aucune idée nouvelle parce que ce n'est pas le genre de ce parti-là, eh bien, vous allez avoir une candidature PS de témoignage, très logiquement, et donc, effectivement, un remake aux législatives de 2027 de ce qui avait été le cas de la NUPES, c'est-à-dire un candidat PS très faible à la présidentielle qui force le prochain secrétaire général du Parti Socialiste à négocier 30 circonscriptions, 50 circonscriptions maximum avec Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Oui, et puis Olivier Vial, on voit aussi cette primaire socialiste comme elle est engagée.